Ok, bonjour à tous. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter QGIS, un logiciel pour la manipulation de données géospatiales. Donc tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Julien Cabiet, je suis développeur C++ et Python, encore committer du coup sur le projet QGIS. Et en fait, du coup je suis payé pour le faire au sein de la société Oslandia. Donc c'est une société qui a 15 ans, qui travaille dans les SIG libres déjà depuis 15 ans et qui contribue en fait à des briques logicielles qui sont un peu connues dans le monde du SIG, qui sont QGIS bien sûr, mais aussi un petit peu PostGIS, le QGIS Web Client et Giro 3D qui est un outil qui permet de visualiser de la donnée 3D dans le web. C'est un framework. Voilà. Donc on fait du développement, de l'assistance, de la formation, de la maintenance, tout ça autour des logiciels SIG libres. Et on essaye, tant que faire se peut, de contribuer à tous ces outils. Grosso modo, je vais faire une présentation très brève sur ce que c'est QGIS, à quoi ça sert, son écosystème, tous les gens qui gravitent autour, puisque en fait, j'ai la chance de travailler sur un projet où il y a beaucoup de gens qui y contribuent dessus et il y a de l'argent, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas des projets libres. Et je parlerai un petit peu de mon quotidien de développeur sur ce projet. Alors QGIS c'est quoi? Selon la définition de Wikipédia, c'est un logiciel SIG, système d'information géographique. Alors un système d'information géographique, c'est juste un système qui est capable de visualiser, éditer, manipuler de la donnée qui a une coordonnée XY. Et Z aussi des fois, alors après des données 3D aussi. Mais grosso modo, des données que vous pouvez placer sur une carte. Un SIG, ça permet de les traiter, de les gérer. Et donc c'est un outil libre sous licence GPL. En gros, QGIS, ça sert à quoi? Ça sert à faire des cartes, plus ou moins jolies si on sait bien s'en servir. J'ai fait un petit showcase des cartes qui ont été faites avec QGIS. Petit disclaimer, c'est pas moi qui les ai faites du tout. Moi, je suis développeur C++ et j'ai une utilisation de QGIS qui est celle d'un développeur d'un outil, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas vraiment m'en servir, mais il y a des gens qui le font très bien. Et voilà, ça permet de faire ce genre de carte, donc soit de la visualisation de données statistiques sous une carte, sous forme de carte, soit, bon, je ne vais pas toutes les commenter, mais voilà, ça va, pareil, là on est sur des statistiques et de la carte, soit des cartes un peu plus esthétiques et jolies, ce genre de choses, des cartes qui sont un peu plus classiques, qui ressemblent à des cartes que vous avez déjà vues peut-être. Voilà, avec du hill shading, enfin des effets d'ombre, un mélange de cartes un peu jolies et de données statistiques. Là, c'est des trajets de baleines représentés sur une carte avec une proche Mercator, je crois. Voilà. Et des cartes encore un petit peu jolies. Il y a tout un... Voilà, et alors là, une carte sous forme de Lego, juste pour dire qu'en fait, le moteur de symbologie de QGIS, qui permet en fait de faire le rendu de ces cartes, est hautement configurable, assez puissant, et permet de faire plein de choses qui n'avaient pas été prévues de prime abord. Par exemple, un rendu Lego, il n'y a pas dans QGIS l'option faire un rendu Lego, mais avec plein d'expressions et quasi de métaprogrammation, j'appellerais ça, on peut arriver à faire des rendus. En fait, on peut réussir à faire le rendu de ce qu'on veut. Donc voilà, et en détail, à quoi ça sert? Déjà, ça permet de lire et d'écrire de la donnée. Alors, de la donnée, grosso modo, il y a 5 types de données qui existent aujourd'hui. On a les données vecteurs et les données raster qui sont les plus anciennes et les plus connues. Donc la donnée vecteur, ça va être des lignes, des points, des polygones que l'on va dessiner sur une carte. La donnée raster, c'est des images, typiquement des images satellites. Les nuages de points, c'est un peu plus nouveau. Je ne sais pas si vous avez entendu de l'IGN qui fait des campagnes de relevé LIDAR, où en fait ils font des acquisitions radar, ils vont récupérer pour chaque point de la Terre, ils vont récupérer une altitude, et tout ça en fait on arrive à avoir des nuages de points en 3D que l'on va visualiser. Souvent on fait des classifications, on leur donne une couleur, on arrive à faire des rendus assez jolis. L'émaillage, c'est comme des nuages de points, sauf qu'on a relié les points entre eux et on en a fait des facettes, donc ça fait des volumes 3D. Et les tuiles 3D, qui sont des agrégats de données 3D avec des niveaux de détail. Je ne rentre pas forcément justement dans le détail. Donc voilà, on est sur de la donnée 3D. QGIS s'est adressé à ces types de données.
Et ces données, souvent, elles sont stockées dans des formats différents. Donc on a soit les formats base de données, donc j'imagine certains d'entre vous connaissent PostgreSQL, et donc du coup, PostgreSQL a une extension qui s'appelle PostGIS, justement pour gérer cette donnée spatiale. Il y a des versions propriétaires aussi, Oracle et SQL Server, qui permettent de stocker de la donnée. On a ensuite des formats fichiers, soit Shapefile, GeoJSON, Parquet, GeoPackage, voilà, qui sont des formats fichiers qui ont été standardisés, soit qui appartiennent à des grands groupes qui font des outils propriétaires comme le Shapefile. J'ai oublié SQLite, qui est une base de données dans un fichier, peut-être vous connaissez déjà, et qui a son extension Spatialite. Et après, le OGC, c'est aussi on a aussi des standards HTTP. Donc, c'est-à-dire qu'on peut récupérer de la donnée via des requêtes HTTP directement depuis le réseau. Et tous ces formats de données, QGIS va être capable en fait, de les lire et pour certains d'entre eux de les écrire, pour la plupart les écrire. Alors, il ne le fait pas lui-même, en fait, il utilise des librairies, il a des dépendances, notamment une dépendance qui s'appelle GDAL. Donc voilà, son premier rôle, ça va être déjà de lire de la donnée hétérogène et de pouvoir aussi l'écrire. Ensuite, forcément, une fois qu'on l'a lu, c'est la visualiser et l'éditer. Donc soit sous forme de carte, où on va voir, là on voit de la donnée vectorielle, ligne, polygone, point. Et on a beaucoup d'outils d'édition complexes dont je ne vais pas parler ici. Genre on peut soit déplacer le point, soit faire des lignes, des polygones, mais on peut aussi dire je vais faire un premier cercle, un deuxième cercle, et à l'intersection des deux cercles, je vais tracer une ligne, etc. Je veux un angle de 45 à partir de ce mur. C'est les géomètres experts qui vont avoir tendance à utiliser ce genre d'outils très poussés d'édition cartographique. On a aussi de l'édition dans des formulaires, puisqu'en fait, les données, souvent géographiques, en fait, elles portent des attributs de données, et on va être capable de les visualiser dans des tableaux, des onglets, voilà, des champs éditables. On peut aussi avoir des relations. Pour les gens qui connaissent les bases de données relationnelles, souvent les attributs sont en relation les uns avec les autres, les objets en relation avec les autres. Et donc on est capable de voir ces relations et de hiérarchiser l'information de manière graphique pour pouvoir la présenter. Et donc tout ça, c'est configurable avec du clic-bouton pour pouvoir générer des formulaires, pour pouvoir éditer sa donnée. Les gens qui utilisent ça, ils construisent ce qu'on appelle des applications sur QGIS. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de QGIS, ils vont créer une application pour des gens qui n'ont pas forcément de compétences en informatique, mais dont le but, ça va être bêtement de faire des relevés terrain, de saisir de la donnée, de dire ici, il y a une canalisation, ici, on a cassé la fibre, ou ce genre de choses. Ensuite, ça permet de faire des traitements très complexes et de les enchaîner. Donc, on a des briques de traitement. Donc, on peut imaginer avoir une image raster en entrée, enlever l'atmosphère en appliquant un filtre anti-atmosphère, calculer ce qu'on appelle un index NDVI, c'est-à-dire un index de végétation. Où est-ce que j'ai de la végétation dans ma carte? Puis après, on peut se dire, une fois que j'ai tous les pixels où il y a de la végétation, je vais en faire des vecteurs, des polygones, et les bufferiser un peu, les agrandir pour être sûr d'avoir les zones où j'ai ma végétation. Et on va pouvoir designer ça dans un espèce de, ça s'appelle model builder, donc en français, j'imagine, traitement, constructeur de traitement. Bon, voilà. Et on va pouvoir les lancer. Bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, on peut valoriser tout son travail dans un export au format PDF, au format SVG ou au format carte PNG classique. Un autre aspect de QGIS, en fait, c'est qu'il a une version serveur. Donc, vous allez pouvoir prendre tout votre travail, tout ce que vous avez fait, on appelle ça un projet, et vous allez pouvoir le diffuser sur le net via QGIS Server, soit en diffusant directement des cartes au format image, typiquement ce que vous voyez dans Google Maps, ce genre de truc. Alors, maintenant, c'est un peu plus de la tuile vecto, mais à une époque, c'était juste des images. En fait, vous recevez un assemblage d'images qui vous est envoyé par un serveur. Donc ça, c'est le WMS. Ou alors, vous pouvez récupérer aussi la donnée vectorielle directement avec ses attributs pour pouvoir l'afficher dans des tableaux, ce genre de truc. Voilà, je passe sur les autres tripes, mais voilà, c'est
ce principe de diffuser la donnée pour l'afficher dans des portails web, pour la plugger, vu que ce sont des standards, c'est-à-dire ce sont des standards HTTP qui ont été standardisés par l'OGC, vous pouvez ensuite les réutiliser dans des outils qui respectent ces standards. Et normalement, les outils bien faits SIG respectent tous ces standards. Un petit nouveau, enfin je crois que ça a 2-3 ans, il y a une version, il y a une visualisation 3D dans QGIS, j'en parle très peu. Ben là on voit du point, là ce sont des nuages de points qui ont été classifiés. Donc on voit la végétation par exemple qui a été classifiée en vert et le reste est le bâtiment en rouge et qui est rendu dans QGIS. QGIS 3D, aujourd'hui nous on travaille activement dessus, enfin j'ai des collègues qui travaillent activement dessus. C'est quand même assez instable aujourd'hui, donc on en fait une promotion on va dire raisonnable. Mais on a des gens qui financent et donc on peut espérer que ce soit de plus en plus stable dans les mois et années à venir. Et d'autres, il y a aussi une version mobile qui s'appelle QField ou Merging Maps qui permet d'embarquer QGIS sur son téléphone, de faire de la levée de terrain, etc. Et il y a même une compilation en WebAssembly, c'est encore un prototype qui permettrait quasiment d'exécuter le rendu de QGIS dans un browser. C'est encore un prototype, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt business fonctionnel, quelques réserves à ce sujet, mais voilà. Donc, assez divers, ça c'était sur tout ce que couvre QGIS comme panel fonctionnel de manière assez large. Maintenant, je voulais prendre un peu de temps pour parler de l'écosystème et des gens qui gravitent autour. Tout d'abord, il y a une association qui s'appelle QGIS.org, Association des utilisateurs et développeurs, qui est domiciliée en Suisse, pour la petite histoire, c'est uniquement pour des raisons fiscales, il me semble. Et grosso modo, comment c'est structuré? On va avoir un PSC, un Project Steering Committee. Parmi ce Project Steering Committee, en fait, on a le board, c'est-à-dire le président, le vice-président, le trésorier. Et le PSC va s'appuyer du coup sur le reste de la communauté qui est... Donc on voit la QGIS Community qui est en bas. Parmi la communauté QGIS, on a tous les gens qui reportent des bugs, qui trient les bugs, qui font les traductions. On voit les petits gens en bleu, c'est les QGIS Committers, donc c'est les gens comme moi qui font partie de la communauté au même titre que tous les autres. Et parmi ces gens, en fait, on va élire des espèces de représentants, des espèces de représentants qui auront un droit de vote et qui pourront voter pour le PSC. Donc voilà. Et donc parmi les gens qui peuvent voter pour le PSC, on va avoir donc du coup ces gens-là. On va avoir des gens, un par groupe utilisateur QGIS. J'y reviendrai après sur les groupes utilisateurs QGIS. Et on a une personne de l'OSGO. L'OSGO, c'est une association qui promeut les logiciels SIG open source. Souvent, on avait un stand de l'OSGO. Cette année, on n'en a pas, mais au Capitole du Libre. Mais voilà, ils ont un spectre d'applications qui est beaucoup plus large, qui ne se limite pas à QGIS. Et ils ont aussi un droit de vote au PSC, pour élire le PSC. Donc ouais, le rôle de QGIS.org, c'est de piloter le projet QGIS, mais après, et de prendre des décisions. Alors souvent, ces décisions sont soumises au vote ou à la recherche de consensus en fait, entre les personnes. En vrai, elles ne lead pas le projet comme pourrait l'avoir une société. C'est-à-dire qu'elle ne décide pas de la roadmap fonctionnelle, elle ne décide pas de ce qu'il doit y avoir, de ce qu'il ne doit pas y avoir dans QGIS. Ça, c'est à la discrétion des contributeurs et de leurs clients qui apportent des features et qui discutent ensemble en fait, de si est-ce que telle feature ou telle feature elle est pertinente ou elle n'est pas pertinente. Le PSC, il va intervenir, l'association va plutôt intervenir pour essayer de gérer les problématiques périphériques et qui sont parfois difficiles à adresser. Par exemple, si vous avez déjà travaillé sur des projets open source libres financés, il y a des trucs qui sont très difficiles à financer comme le packaging, l'infra. On a des rounds de bug fix en fait où il y a 3 versions de QGIS par an et 3 fois par an en fait on est financé pour corriger des bugs. On a des grants aussi, se dire qu'on peut faire des propositions d'amélioration de QGIS non fonctionnelles, donc se dire que des propositions d'amélioration de la qualité du code, de l'infrastructure, ce genre de choses, et du coup il y a un vote et on peut avoir de l'argent pour travailler sur ces thématiques.
Et aussi les développements exceptionnels. Là, par exemple, pour les gens, QGIS repose sur Qt. Qt est passé de Qt5 à Qt6 il y a déjà 4 ans. Et c'est un gros effort financier technique pour faire la migration. Donc du coup, là, l'association va utiliser ses fonds et l'argent qu'il a pour essayer de débloquer la problématique. On a d'autres problématiques sur la sécurité en ce moment, avec toutes les histoires relatives au CRA, aux attaques, ce genre de choses. Donc voilà, c'est essayer de gérer, de piloter, de pousser les sujets qu'on a du mal à financer, mais qui méritent d'être financés. Elle organise aussi, on a des contributeurs meetings, même si en fait, pour de vrai, en fait, elle délègue souvent les contributeurs meetings. Ils sont délégués au groupe utilisateur du pays qui organise, et elle va collecter et gérer les dépenses. Elle va collecter les entrées d'argent et du coup dépenser l'argent dans les items que j'ai décrits ici. Comment QGIS.org se finance? Grosso modo, le gros du truc, c'est Sustaining Members. On a des gens qui, à l'année, s'engagent à soutenir QGIS et donc ils vont donner une certaine somme d'argent par an. Et c'est comme ça en fait, qu'on récupère le gros de l'argent de QGIS. Et voilà, et du coup, tout ce qu'ils ont droit, en fait, c'est d'avoir le logo sur la page et d'être affiché quand on fait des confs. Et du coup, ils s'assurent que le projet reste viable et qu'il ne va pas s'écrouler d'un jour à l'autre. On a les certificats de formation. En théorie, dès que vous formez quelqu'un sur QGIS, vous pouvez lui donner un joli certificat et ça permet de remonter un tout petit peu d'argent à QGIS. On a des dons ponctuels. Et enfin, on a les groupes utilisateurs qui aussi, eux, remontent de l'argent vers l'association principale QGIS.org. Alors, les groupes utilisateurs, j'ai compté, il y en a 35, donc dans 35 pays différents. Leur rôle principal, en tout cas pour QGIS FR, c'est d'organiser un événement qui s'appelle les rencontres annuelles QGIS utilisateurs francophones. Donc l'année dernière, c'était à Grenoble, cette année, ce sera à Avignon. Et le but, en fait, c'est un peu comme Capitole du Libre, il y a des confs, il y a des ateliers qui sont payants, ça permet aux utilisateurs de se rencontrer, de faire du réseau, de parler de QGIS, de récupérer aussi les besoins ou les critiques sur les choses qui seraient trop instables ou mal faites, etc. Et ça permet aussi, en fait, une fois qu'on a payé tout ce qu'on avait à payer, qu'on a récupéré les inscriptions aux différents ateliers, de reverser une certaine partie à l'association principale QGIS.org. Et par exemple, je crois cette année, on a récupéré 2-3 000 euros. Alors, ça ne fait pas beaucoup, mais vu qu'il y a 35 associations, groupes utilisateurs, au bout du bout, ça commence à faire une certaine somme. Et du coup, ça permet d'avoir un budget pour traiter des tâches qui ne sont pas forcément faciles à financer. Et le but aussi de l'association QGIS.org, c'est de participer aux conférences comme celle-ci, de faire la promotion de QGIS, d'en parler et de répandre la bonne parole. Je m'y coordonne les traductions, je ne sais même pas si c'est vrai, mais en effet, parce que je crois qu'il y a une communauté des traducteurs un petit peu à l'intérieur de tout ça qui se coordonne pour revoir les traductions et faire en sorte qu'elles soient complètes. Voilà. Les entreprises contributrices, grosso modo, il y en a d'autres, il y a des gens qui contribuent de manière plus ponctuelle. Là, j'ai mis les 5 principales, donc nous, on est 3-4 contributeurs. OpenGIS, ils sont 3-4, c'est des Suisses. Lutra, ils doivent être 2-3-4 aussi. Northrod, Australie et IT Open, Italie, ils sont tous les deux seuls, ou en tout cas contribuent à QGIS, sont seuls. Voilà, ça, c'est les grosses sociétés qui coopèrent ensemble pour contribuer au jour le jour à QGIS. Il y a d'autres contributions ponctuelles, comme je l'ai dit, de gens qui vont arriver pour corriger un petit truc, il me reste 10 minutes, je suis large, qui vont arriver de manière beaucoup plus ponctuelle. Pardon. Voilà, le gros de ces sociétés constitue, j'ai envie de dire, 80-90% des commits et des pull requests que l'on voit passer sur QGIS, quoi. Et la plupart de ces sociétés ont aussi organisé leur business model en grande partie ou en totalité autour de QGIS. Voilà.
Ce n'est pas notre cas à nous, vu qu'on travaille aussi pas mal sur d'autres sujets, mais ça va être le cas de IT Open, Northrod, Lutra et OpenGIS un peu moins. Du coup, je voulais faire aussi une petite slide sur mon quotidien de développeur et parler grosso modo ce que je fais au jour le jour et à quoi ça ressemble en fait d'être développeur pour une société qui fait du libre et d'être payé pour faire du libre. Grosso modo, moi, mon rôle dans la société, c'est de développer. Donc de développer des features, de participer au bug fix round, de corriger les bugs fixes. On a pas mal de clients qui nous disent moi j'ai ce bug-là, il faudrait le corriger. Donc mon rôle, ça va être déjà de faire tout ce développement, de faire la conception et la revue de la conception. C'est-à-dire que quand on ajoute une grosse fonctionnalité dans QGIS, il faut rédiger ce qu'on appelle une KEP, qui s'appelle dans d'autres projets des RFC, QGIS Enhancement Proposal. C'est un document où on va décrire par le menu comment on va faire la fonctionnalité, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, à quoi ressemblera l'UI, pourquoi elle est utile, pourquoi on l'a fait. Et ça permet en fait à tous les autres contributeurs d'avoir un regard critique et de dire ça c'est très utile, c'est top, ou ça sert à rien, ou je l'aurais fait différemment, ou l'UI je l'aurais fait comme ci, etc. Donc c'est normalement toute grosse fonctionnalité doit passer par ça. Et donc du coup c'est mon rôle aussi d'en faire la revue, d'avoir un regard critique sur les KEP qui sont proposés. Je fais aussi la revue, donc ce que j'ai appelé les pull requests. Peut-être tout le monde n'est pas informé de ce qu'est une pull request. On fonctionne avec GitHub. Dans GitLab ça s'appelle les merge requests, mais grosso modo c'est des propositions de modification. C'est un contributeur qui veut modifier QGIS, il arrive, il donne un gros paquet de modifications et il dit « je veux ajouter ça dans QGIS ». Et du coup, il faut en faire la revue, à la fois pour dire si c'est pertinent, si la façon dont ça a été fait c'est pertinent, si ça respecte les règles de codage implicites, explicites qui ont été décrites, et du coup, si ça peut passer le cut et être intégré dans QGIS. Voilà, le principal intérêt de la revue, c'est vraiment de faire attention à ce que le projet reste maintenable, qu'on n'ajoute pas plus de bugs que ce qu'il y a déjà. Un autre aussi aspect de mon activité, c'est l'échange communautaire, participer aux mailing lists, répondre aux questions des gens, jeter un œil sur le bug tracker pour vérifier que les nouveaux bugs ne sont pas en double, peut-être faire attention s'il y a des bugs qui sont très critiques ou très violents et qu'il faudrait gérer en priorité, faire des réunions aussi des fois avec les autres gros contributeurs pour discuter de sujets un peu critiques, comme par exemple le passage à Qt6. Voilà. Après, assistance conseil en interne et en externe, parce que j'ai des collègues qui vont plus qui sont moins développeurs et plus géomaticiens. Un géomaticien, c'est quelqu'un qui sait faire des cartes, traiter de la donnée, utiliser QGIS dans des proportions comme moi je ne sais pas faire. Donc du coup, faire du conseil et de l'assistance en interne pour à la fois aider mes collègues, mais aussi les clients qui ont des fois des besoins d'assistance et d'utilisation de QGIS. QGIS, c'est une application d'expertise. Il y a 1001 boutons, des menus partout. Ça ressemble un peu en termes de complexité fonctionnelle pour les gens qui ont déjà ouvert Blender ou ce genre de truc. C'est parfois on est un peu décontenancé devant la quantité de features. Donc des fois, les gens ils ont besoin d'un compagnon pour les aider à utiliser l'application, simplement. Et de l'utiliser de manière performante aussi. Enfin, j'ai aussi tout ce qui est essayer de améliorer le logiciel et qu'il soit le plus maintenable et sustainable, enfin, qu'il soit le plus fiable possible dans le futur. Donc ça va de regarder un petit peu du côté de la CI, de l'infrastructure, la qualité de code, les dockers qui sont produits. Là, on a un sujet sécurité. Donc on regarde un petit peu tout ce qui... Est-ce qu'on n'a pas des secrets dans GitHub? Est-ce qu'on n'a pas des mots de passe par défaut? Est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, toute une myriade de choses voilà, qui font que ça pourrait mettre en danger le projet. Enfin, participer à des conférences, voilà, c'est ma raison aussi ici, et écrire des articles de temps en temps sur ce qu'on fait.
notamment sur ce qu'on fait, les nouvelles fonctionnalités, ce genre de choses, dans le but principal, c'est de faire connaître QGIS, faire connaître Auslandia, mais aussi des fois de susciter un besoin chez les gens, de voir dire « Ah, ben ils ont fait ça pour tel client, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien soit financer la suite, soit juste avoir du conseil pour l'intégrer chez moi. » Voilà à peu près ce que c'est mon quotidien de développeur. Et du coup, ben, j'ai fini en avance. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pardon. Ouais. Vous avez montré, vous avez parlé des inputs, donc QGIS était capable d'avaler beaucoup de choses de sources différentes. Vous avez parlé d'un premier input qui est un affichage avec des briques de Lego, avec des jolies couleurs ou des choses fonctionnelles. Est-ce que QGIS, est-ce qu'il y a des choses qui font que QGIS est capable de recracher de la donnée d'une façon brute? Je m'explique. Admettons que je dois faire un projet en plein milieu du désert, que j'ai un relevé topographique en longitude-latitude et que je dois faire un plan avec des cartes en UTM. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est capable de dire, bah, là voilà j'ai un relevé topographique qui est dans ce truc-là et je vais en cracher une liste de points X, Y, Z, donc pas une matrice, hein, pour après donner à manger ça à un logiciel qui n'est pas vraiment libre et qui a besoin d'une série de X, Y, Z pour réussir à générer un modèle de terrain. Alors ouais, QGIS c'est du coup écrire dans tous les formats où tu peux écrire. Donc il n'y a aucun souci. GeoPackage va être ce genre de format. Après, pour la diffusion de terrain, on utilise aussi ce qu'on appelle le GeoPDF par exemple. GeoPDF, c'est un PDF où tu as un rapport, mais tu peux insérer des données qui sont géographiques. Donc tu peux aussi avoir, c'est un PDF classique mais avec de la géo dedans. C'est pas un PDF dont j'ai besoin, c'est d'un CSV. D'un CSV, bah, CSV ça sait faire. CSV ça sait faire. Tous les formats en fait. Tous les formats qui peuvent être... Par la richesse de l'interface et que j'ai pas trouvé en fait. Ah ouais, si CSV ça marche. CSV ça marche, on sait l'importer, je suis quasiment sûr qu'on sait l'exporter. En fait c'est qu'on n'appelle pas ça CSV, nous dans l'interface, si tu recherches ça va s'appeler... Soit ça va s'appeler... comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas CSV, mais on appelle ça... parce qu'en fait ça pourrait être des tabs, donc du coup ça s'appelle delimited. En anglais ça s'appelle delimited text ou un truc comme ça. Et donc du coup... au pire, même si c'est une matrice textuelle, ça me va. Ah ouais, mais non, mais ça, je suis à peu près sûr que ça sait faire. Je serais étonné que ça ne sache pas faire ce genre de choses. Parce que ça sait le gérer en entrée. Donc si ça sait le gérer en entrée, ça sait le gérer en sortie. Donc QGIS, c'est pas juste pour faire des cartes, c'est aussi pour faire des traitements. C'est fait aussi, oui, en effet. Je l'ai montré, la chaîne de traitement. Une fois que tu as fait ton traitement, tu peux le repousser dans X. Tu peux le repousser en base de données aussi directement. Tu peux le repousser dans des fichiers GeoPackage ou dans des fichiers CSV. Ça sait faire ce genre de choses. Merci il y avait... Ah, pardon, je retiens. Sur la deuxième slide, je crois, vous avez montré pas mal du système de gestion de base de données, PostgreSQL, etc., etc. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas la place, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle MariaDB a été écarté? Est-ce que c'est pour des raisons de performance? Alors MariaDB, refais-la moi, c'est le fork de... C'est pas MySQL, c'est MySQL. Ah oui, pardon. Non, mais parce que j'ai du mal à suivre après. C'est ça, c'est MySQL. Il n'y a pas vraiment de raison. Aujourd'hui, les providers de bases de données, je ne les ai pas tous mis, mais ouais, ça va être Postgre, Oracle, MS SQL et ANA, la base de données de SAP. En fait, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont bien voulu développer. En fait, il faut un développement spécifique pour s'adapter à la base de données. Puisque en fait la façon, même si la donnée elle est structurée, c'est du SQL classique, donc tu vas le retrouver en Postgre, mais en fait les tables métadonnées, on fait des choses un petit peu exotiques pour aller chercher la liste des champs, ce genre de choses, et ça en fait c'est spécifique à chaque base de données, donc ça tu as besoin de le réimplémenter, ça n'a pas été fait pour MySQL à ma connaissance, et du coup voilà, ce serait un développement supplémentaire. Nous par exemple, on a fait un plugin, ça accepte les plugins Python en fait QGIS, et on a fait un plugin pour supporter DuckDB, voilà, qui est une nouvelle base de données fichiers. Et du coup, on l'a fait en plugin. Ce n'est pas dans le cœur de QGIS, mais on l'a fait en plugin. Ce serait tout à fait possible de le faire pour... C'est juste un problème de contribution et pas de performance en soi. Non, pas du tout. Okay. Ouais. Oui, j'avais une question.
Sur la partie financement, donc là, si je comprends, c'est pas mal de financement privé, mais tout ce qui est État et collectivité, ils financent à travers des prestations de sociétés. Il n'y a pas de financement direct à travers des fonds de financement européens ou français, par exemple? Non, pas à ma connaissance, ce serait beau, mais pas à ma connaissance. En fait, ouais, ça va être plutôt ce qui va se passer. Donc oui, c'est les collectivités ou les grands groupes industriels, Orange. L'année dernière, j'avais fait une présentation avec Orange, Veolia, ce genre, les gros groupes en fait qui vont nous financer de la presta et du coup, ça va se retrouver dans le cœur de QGIS. Orange finance pas mal de choses côté QGIS Server, par exemple. Et après, ce qu'on peut faire, c'est nous répondre à des sujets de recherche où tu as du financement européen ou français pour faire quelque chose dans QGIS. Sur QGIS, on a du mal à le faire, on le fait sur d'autres projets, mais sur QGIS, on a du mal à le faire. Mais du financement direct, non. Pas à ma connaissance. Oui. En visualisation 3D, quelles sont un peu les difficultés et ce à quoi vous attendez? Alors, je vais répéter la question cette fois-ci, parce que j'ai oublié à chaque fois, désolé. Donc, les difficultés qu'on peut avoir avec la visualisation 3D, c'est... En fait, ça a été débuté il y a 3 ans. Et du coup, c'est parti d'un... En fait, la façon dont ça a émergé, bootstrappé, c'est grosso modo, on a la société qui a démarré ça a demandé un budget très faible, très petit, pour pouvoir juste bootstrapper une version 3D. Et après, ça s'est fait par succession de crowdfunding. Mais le crowdfunding, souvent, en fait, tu obtiens moins d'argent que ce que tu aurais vraiment besoin pour faire la fonctionnalité. Donc, du coup, ça a été construit, j'ai envie de dire, sur des bases un peu moins stables. Alors maintenant, on commence à avoir des clients qui apportent, j'ai envie de dire, de l'argent et de l'argent suffisant pour faire les choses correctement. Mais du coup, c'est juste que tes bases, elles sont un peu... Ça a été développé vite. Et donc, quand tu développes vite, c'est un peu compliqué de faire des choses très qualitatives ou très fiables. Donc en fait c'est ça, là on a du retard parce que ça a été fait sur des bases pas assez stables. Donc la principale problématique pour moi, c'est essentiellement il y a beaucoup de bugs. Il y a beaucoup de bugs, voilà, des crashs, mais qui sont liés au fait que ça reste, c'est parti d'une graine qui est un prototype, quoi. Voilà. Et donc maintenant il faut cravacher pour, on a des contrats avec le CEA par exemple, et le CEA nous donne quand même pas mal d'argent pour améliorer les choses, que ce soit stable, rajouter des features, mais aussi corriger les bugs. Voilà. C'est le principal problème de la 3D. C'est fini. Top. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci David.